Bonjour, je m'appelle Juliane, je coordonne le pôle LGBT du BAM. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis la présidente du BAM, du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. On va vous faire une petite vidéo dans le cadre de notre campagne qu'on a menée cette semaine contre les idées reçues sur les migrants LGBT. L'idée, c'est effectivement de déconstruire les préjugés que les personnes LGBT ou hétérosexuelles peuvent avoir sur les migrants LGBT. Et pour ce faire, on a mené une campagne pendant une semaine. Juste pour commencer, pour nous c'était important de monter un pôle LGBT au sein du BAM parce qu'on avait de plus en plus de demandeurs et de demandeuses d'asile lesbiennes ou gays qui se présentaient dans nos permanences juridiques. C'était difficile pour nous de leur fournir un endroit safe, du coup on a voulu monter ce pôle LGBT au sein du BAM. Donc on s'occupe de faire de la demande d'asile, de la régularisation, de la préparation à l'entretien et au récit, et à côté de ça de faire des actions politiques comme la tournée des centres pour voir l'accueil qui est réservé pour les demandeurs d'asile LGBT. C'était véritablement essentiel, pourquoi? Parce que 75 pays encore dans le monde criminalisent l'homosexualité, le Cameroun, le Niger ou les pays du Golfe. Par ailleurs, l'accueil des personnes LGBT en France est très mauvais. Les centres d'hébergement n'ont aucune pratique safe en matière d'hébergement des personnes LGBT+. Une personne migrante qui est LGBT, pour demander l'asile, elle doit écrire son récit de vie et avoir un entretien face à l'OFPRA. Pour ce faire, elle doit prouver qu'elle est LGB ou T, et en plus qu'elle a subi des persécutions dans son pays. C'est très compliqué pour une personne LGBT de prouver son orientation sexuelle ou son identité de genre, et en plus de faire appel à des souvenirs qui sont traumatisants face à une personne qu'on ne connaît pas. L'arrêt de la CJUE de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013 définit ces deux cadres. 1. La persécution, 2. L'appartenance à une communauté LGBT. Le problématique de cet arrêt, c'est que si l'arrêt reconnaît l'impossibilité pour les États de donner des images ou des films prouvant l'acte sexuel homosexuel, transsexuel, etc., l'arrêt dit aussi que les États peuvent faire appel à des clichés stéréotypés pour que les personnes puissent prouver leur homosexualité. Cela veut dire, dans la bouche de l'OFPRA, par exemple, qu'une personne homosexuelle a forcément découvert son homosexualité très tôt, a forcément eu une première relation sexuelle, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que la personne n'est pas obligée, pourrait avoir simplement des attirances homosexuelles et être considérée comme homosexuelle, mais il faut aussi qu'elle en ait la pratique. En plus de ça, lors de l'entretien face à l'OFPRA, les agents de l'OFPRA peuvent avoir des questions qui sont très privées. Elle ne pose plus normalement de questions sur tout ce qui est sexuel, mais parfois ça se fait encore. Et en plus de ça, elle pose des questions qui sont très très intimes. Par exemple, l'âge de la première relation amoureuse. Comment tu sais, pour un homme qui est gay par exemple, comment tu sais que tu es attiré par les hommes? Pour une femme lesbienne, comment tu sais que tu es attiré par les femmes? C'est des questions qui mettent vachement en questionnement les demandeurs et les demandeuses d'asile, parce que c'est quelque chose qui est très inné, qui est très difficile à expliquer, surtout face à une personne qu'on ne connaît pas. Par ailleurs, c'est aussi très compliqué d'expliquer les persécutions qu'on a subies du fait de son homosexualité. Comment décrire les persécutions alors que certains pays ne criminalisent pas en tant que tel? Certains pays ne reconnaissent pas l'homosexualité comme un crime, mais des personnes ayant énormément de préjugés dans ces pays peuvent considérer que l'homosexualité doit être bannie de ce pays. Certains agents de l'OFPRA ont une vision qui est un peu trop de l'homosexualité, qui est très occidentale et qui ne correspond pas aux personnes migrantes, enfin à leur vécu de l'homosexualité dans leur propre pays. Il y a une commission de l'OFPRA qui s'est mise en place en 2016 pour étudier du coup les demandeurs et demandeuses d'asile, leurs motifs de demande d'asile LGBT, alors qu'aujourd'hui on n'a aucune donnée de leur part, aucun chiffre, aucune formation des agents de l'OFPRA, et du coup ça pose un vrai problème. C'est un peu le même problème partout, c'est-à-dire que ces personnes qui devraient être accueillies en priorité ne le sont pas. Ainsi, on est très inquiet de la situation des ressortissants tchétchènes ou des situations de la communauté des anciens pays russes soviétiques, parce que on n'a aucune nouvelle de ces personnes. Pour l'instant, c'est très opaque, le système d'accueil de ces personnalités. Comment fait-on pour mettre en place un véritable accueil des personnes LGBT en France? C'est très important pour nous au sein du BAM d'aider les personnes dans tout ce qui est demande d'asile, régularisation des personnes LGBT et non LGBT, mais c'est aussi très important pour nous de dénoncer ce système qui est très subjectif d'accès à l'asile. S'il y a des personnes qui sont pas vraiment gays qui obtiennent l'asile en tant que gays, et l'inverse, ça prouve à quel point ce système est subjectif, et c'est quelque chose qu'on essaie de combattre. Il faudra des papiers pour tout le monde, qu'on soit gay ou non gay, lesbienne ou pas lesbienne, trans ou pas, on ne devrait pas avoir à le prouver à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'au BAM, on milite notamment pour la fin des récits en français, le fait aussi qu'une véritable politique d'accueil dans les centres d'hébergement soit mise en place pour les personnes LGBT et qu'on ait enfin
une prise en compte des besoins des personnes LGBT+, par l'État. Les institutions ne sont pas du tout formées à l'accueil des personnes LGBT, ne serait-ce juste vers l'orientation, par l'orientation vers les associations qui peuvent les aider, parce que comme vous l'avez dit avant, la prise en charge juridique est différente, et notamment pour les personnes trans, qui sont souvent contraintes d'être hébergées dans des centres du sexe assigné à la naissance, et du coup ça c'est un problème très spécifique aux trans qui se retrouvent très souvent à la rue dans une situation de précarité et de fragilité. Et pourquoi pousser des personnes déjà en situation d'extrême fragilité dans leur pays d'origine dans une situation d'extrême fragilité dans notre pays qui est considéré comme un pays d'accueil ?